tous et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 31 octobre 2025, épisode 471, spécial Halloween. Aujourd'hui, l'actualité de la cyber est aussi sombre qu'une nuit sans pare-feu. Au programme, une vulnérabilité VMware, exploitée par un groupe chinois, une faille critique dans le X-Wiki, un espionnage diplomatique en Europe, et un nouveau malware étatique baptisé AirStalk. Avec quelques escroqueries personnalisées à partir de vos empreintes numériques. Et on terminera par les bonnes pratiques d'Exchange Server signées par la CISA et la NSA. Accrochez-vous, vos pare-feux, et fermez vos ports. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Un article de Blipping Computer rapporte une communication de la CISA. L'agence fédérale américaine a ordonné aux administrations civiles de corriger une vulnérabilité critique affectant VMware ARIA Operations et VMware Tools. Cette faille, connue sous la CVE 2025-41244, permet à un utilisateur local sans privilège d'administrer sur une machine virtuelle équipée de VMware Tools et gérée par ARIA Operations avec SDMP activé, d'obtenir des privilèges root sur cette même machine. La CVE 2025-41244, corrigée il y a un mois par Broadcom, a été ajoutée au catalogue KEV recensant des vulnérabilités actives exploitées. Les agences fédérales civiles, les fameuses FCEB, ont jusqu'au 20 novembre pour appliquer le correctif conformément à la directive opérationnelle contraignante qu'est la BOD 2201 publiée en novembre 2021. Le chercheur Maxime Thiebaud de la société Enviso a signalé la faille après observer son exploitation par le groupe UNC 5174 lié au ministère chinois de la Sécurité d'État. Ce groupe utilise cette vulnérabilité depuis octobre 2024 pour exécuter du code avec privilège administrateur. UNC 5174 avait déjà exploité la CVE 2023 46747 affectant F5 Big IP, la CVE 2024 1709 ciblant ConnectWise de Screen Connect, ainsi que la CVE 2025 31324 touchant NetViewer Visual Composer. Depuis le début de l'année, Broadcom a également corrigé 3 vulnérabilités 0D activement exploitées. Ce sont les CVE 2025 22224, 22225 et 22226, signalées par le Microsoft Threat Intelligence Center. Et enfin, on a aussi 2 autres nouvelles failles qui ont été corrigées dans VMware NSX, la CVE 2025 41251 et la 41252, qui elles ont été rapportées par la NSA. J'ai repris un article de Malwarebytes qui décrit comment les cybercriminels vont exploiter les empreintes numériques laissées par les utilisateurs pour élaborer des attaques ciblées. L'empreinte numérique se compose d'une partie active issue des publications volontaires, que ce soit des photos, des avis, des commentaires sur les plateformes en ligne, etc., ou des profils sur vos réseaux sociaux, et d'une partie assez passive, généralement à l'insu de l'utilisateur par les cookies, les métadonnées ou les balises GPS des images. Les données personnelles sont éparpillées sur de nombreuses plateformes, réseaux sociaux, registres publics, sites d'entreprise, forums ou bases de données commerciales, et des courtiers en données les agrègent, les revendent, étant donné que des acteurs malveillants les obtiennent par scrapping, fuite de données ou marché noir. Les attaquants combinent ensuite ces informations pour mener des opérations de social engineering, et le cas des documents vont inclure des escroqueries vocales exploitant des clones de voix obtenus à partir d'extraits en ligne, la localisation d'individus à partir de photos publiées sur Facebook grâce à la reconnaissance d'arrière-plan, ou des campagnes de phishing régionales comme de faux remboursements fiscaux qui a eu lieu en Californie et rendu crédible par la réutilisation de données publiques et de fuites précédentes. Alors, l'article détaille une méthode, alors elle est anglophone, je l'ai un peu traduite, mais ça s'appelle SAFES, S-A-F-E-S, et c'est destiné à réduire votre exposition. S pour partager le moins d'informations personnelles. Le A pour sécuriser les identifiants par mot de passe unique et MFA, c'est le plus dur en fin de compte. Le F, vérifier la présence de ces données dans les fuites de données. Bon là, vous connaissez tous certains sites pour ça. Évaluer la fiabilité des messages entrants pour le E et le S. Le deuxième S, c'est maintenir à jour les systèmes et solutions de sécurité. C'est à lire, c'est en anglais, c'est plutôt pas mal, c'est de la bonne sensibilisation. On n'est pas sur vraiment de l'opérationnel, mais ça permet de comprendre un petit peu plus comment les attaquants ont évolué et comment ils vont utiliser toutes ces données qui sont en fin de compte gratuitement à leur disposition sans faire le moindre effort.
Un article d'Arctic Wolf Lab a révélé une campagne active d'espionnage numérique menée par un acteur affilié à la Chine, identifié sous le nom de UNC 6384. Cette opération a visé plusieurs entités diplomatiques en Belgique et en Hongrie entre septembre et octobre 2025. C'est tout frais. Les attaques ont débuté par des courriels de spear phishing imitant des communications officielles liées à des réunions de la Commission européenne, des ateliers de l'OTAN et d'autres événements multilatéraux. Ces documents piégés ciblaient également des départements gouvernementaux, serbes, de l'aviation, ainsi que des entités diplomatiques en Italie et aux Pays-Bas, avec un intérêt marqué pour la politique de la défense, la coopération militaire et les initiatives européennes de résilience de la chaîne d'approvisionnement. Les chercheurs précisent que la Belgique, siège du quartier général de l'OTAN, et où de nombreuses institutions européennes constituent une cible privilégiée pour le renseignement stratégique, et ces attaques ont démontré une expansion géographique du mandat opérationnel du NC 6384, utilisant des outils centralisés et un déploiement régional coordonné. Les emails contenaient des URL menant à des fichiers malveillants, exploitant une vulnérabilité Windows divulguée en mars 2025, et cette exploitation aboutissait à l'installation du malware PlugX, un outil emblématique des groupes d'espionnage chinois. Cette version récente de PlugX a été allégée pour réduire son empreinte forensique et de détection, tout en conservant ses fonctions clés: la persistance, l'enregistrement du clavier, donc le fameux keylogger, le transfert de fichiers et la surveillance du système. Arctic Wolf souligne que l'adoption de cette vulnérabilité seulement 6 mois après sa divulgation montre en premier la rapidité d'adaptation du groupe, soit par suivi direct des publications de sécurité, soit pour un accès anticipé à des informations confidentielles. On revient toujours à la même chose. Les groupes d'attaquants font de la veille. Et dès qu'ils ont accès à un POC public, à une vulnérabilité, ils savent qu'il y a quelque chose à creuser, ils vont l'adapter. Là, on est dans le cas d'un groupe qui est sponsorisé, entre guillemets, par un État. On se retrouve avec des gens qui sont hyper bien organisés, qui surtout vont coordonner leurs attaques. C'est ça qui est extraordinaire. L'article, il est un peu creux. J'ai été creusé sur d'autres articles derrière de Record, parce que c'est The Record qui remonte l'info. Mais ce que je retiens, moi, c'est que PlugX a permis aux assaillants de maintenir un accès prolongé. Donc, vous avez cet accès persistant, c'est la plus terrible des choses. D'exfiltrer des documents classifiés, de suivre les échanges diplomatiques en temps réel et de collecter des identifiants d'accès. Utilisé depuis 2008, ce malware a évolué sous plusieurs variantes. Alors, on l'a connu sous Core, alors KOR Plug, Tiger Plug et Sogu. UNC 6384 partage des liens opérationnels et d'infrastructures avec Mustang Panda, autre groupe d'espionnage chinois majeur déjà impliqué dans des attaques contre des entités diplomatiques en Europe, en Asie et en Afrique. Le département de la justice américaine avait d'ailleurs supprimé PlugX depuis plus de 4000 ordinateurs en janvier 2025 dans le cadre d'une opération mondiale contre ce logiciel malveillant présentant plus de 100 000 appareils dans 170 pays. Bref, ça va pas s'arrêter. Un article de Unit 42 que je vous recommande vraiment de lire, il va présenter un nouveau malware Windows qu'on appelle AirStalk. Il se compose de 2 variantes qui existent, une première sous PowerShell et puis une autre en .NET. Elles font pas tout à fait la même chose. Son activité est suivie sous le cluster CLSTA 1009 et l'équipe de Palo Alto a évalué une attaque supply chain menée par un acteur aussi étatique mais avec une confiance moyenne de l'attribution. AirStalk détourne l'API AirWatch Workspace ONE UEM pour son C2 et on a une variante en PowerShell qui utilise le /API MDM Device pour des attributs personnalisés. Elle va employer API MAM Blobs Upload Blob pour envoyer des fichiers. Les messages C2 sont des JSON encodés base64 dans le champ value, avec des identifiants clés suivants. Vous pouvez le retrouver via des name, value, UUID, application ou application group. Le client UUID est lu via le WMI. Et les résultats de messages observés sont des connect, connected, action, result. Les tâches incluent des captures d'écran, des cookies, des historiques de Chrome, et puis sa désinstallation. L'ID 3 est absent, ce qui suggère une modularité d'après Unit 42. Mais la variante, alors ça c'était la variante en PowerShell, mais la variante en .NET, elle est beaucoup plus aboutie. On voit que les mecs sont beaucoup plus dans leur zone de confort d'écriture. Elle va cibler Chrome, Microsoft Edge et Iceland Browser. Elle va apposer au UID les suffixes -kb, c'est la base. Après, il y a le -kr qui est le résultat et le -kd qui est le débogage. Elle ajoute ensuite mismatch, debug et ping dans le protocole. Et grâce à ces 3 threads qui vont gérer les tâches, journal et balisage périodique. Et le journal est renvoyé toutes les 10 minutes et il y a des versions internes qui sont signalées. Du côté de la persistance, on a une belle tâche planifiée côté PowerShell, rien de persistant du côté .NET. C'est incroyable. Ils ont assuré, c'est là qu'on voit que les équipes de développement ne se parlent pas. On se croirait au bureau, quoi.
Il n'y a rien de persistant du côté .NET. L'évasion, elle se fait via le binaire en .NET qui est signé avec un certificat qui a été probablement volé d'après l'étude. Et ce qui est incroyable, c'est le sujet du certificat, c'est Haotang Industrial Automation Langfang. Certificat révoqué 10 minutes après l'émission. La source ne mentionne aucune CVE, aucune version affectée, il n'y a pas de score CVSS et il n'y a aucun correctif éditeur qui est indiqué dans l'article. Je vous recommande de le lire, c'est du Unit 42, c'est un très très bon niveau. Une alerte qui a failli passer sous les radars de Radio CSRT, la CISA a alerté sur une faille critique affectant XWiki Platform, identifiée sous la CVE 2025-24893. C'est une vulnérabilité d'injection qui permet à un attaquant non authentifié d'exécuter du code à distance sur le serveur ciblé. Elle résulte d'une mauvaise gestion des entrées utilisateurs dans la fonction Sol Air Search, classée en CWE 95, pour évaluation de code non neutralisé. Ce défaut permet l'exécution directe des scripts Groovy via des requêtes manipulées et un simple appel RSS contenant un code injecté permet de vérifier la compromission. Les conséquences sont graves. Perte de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité avec une possibilité d'exfiltration de données, de déploiement de malware et de mouvements latéraux. Les versions concernées sont XWiki inférieure à la 15.10.11, XWiki inférieure à la 16.4.1 et la version XWiki 16.5.0 RC1. Le score CVSS en 3.1 est de 9.8 et la faille est activement exploitée dans la nature. Je répète, la faille est activement exploitée. Vous avez un XWiki qui est exposé sur Internet, mettez à jour. La CISA a ajouté cette CVE 2025-24893 à son catalogue KEV le 30 octobre 2025 et exige une correction immédiate. Les correctifs ont été publiés par XWiki dans les versions 15.10.11, 16.4.1 et 16.5.0 RC1. Toutes ces mises à jour neutralisent le champ d'évaluation et assainissent les entrées dans la fonction Sol Air Search. En mesure temporaire, il est possible de modifier le fichier. Il faut aller voir le fichier à la ligne 955 du main.solairSearch macros pour imposer le type de contenu et ça se trouve dans application/XML dans la macro RAW-response, empêchant ainsi l'exécution de code injecté. Bien entendu, la CISA recommande également de restreindre l'accès invité et de surveiller les journaux pour repérer les requêtes suspectes adressées à Sol Air Search. Là, il y a un peu de hunting, il va falloir revenir en arrière. La CISA et la National Security Agency, en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux, publient un guide intitulé Microsoft Exchange Server Security Best Practice. C'est un document très intéressant. Si vous avez des serveurs Exchange, il faut vraiment le lire. Ça vise à renforcer la sécurité de vos serveurs Exchange on-premise ou ceux qui sont en mode hybride. Toujours ciblés par des campagnes d'exploitation, y compris sur des versions arrivées en fin de vie. Alors le guide, il met l'accent sur 3 axes. Renforcer l'authentification et le contrôle d'accès, en limitant les comptes à privilèges et en imposant à l'authentification multifacteur. Assurer le chiffrement du trafic réseau et réduire la surface d'attaque applicative. La CISA rappelle que les serveurs Exchange non protégés ou mal configurés demeurent une cible prioritaire pour les acteurs malveillants et l'adoption de ces pratiques permet de réduire significativement le risque de compromission. Bref, c'est à lire. Je vous ai mis le lien d'une synthèse que j'ai produite en français pour ceux qui ne veulent pas se cogner la version en anglais. C'est pas mal, c'est un très bon rappel, c'est pas du super level, mais l'avantage de ce document, il a été fait par la CISA, la NSA et le NCSC. Et il y a un bon niveau de durcissement. Déjà, ça va. Les attaquants vont passer au serveur qui est à côté, mais pas le vôtre. À appliquer. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations obscures. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSRT au 07 68 72 20 09. Et pour les plus courageux, par email sur radiocessrt@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch.